Quand j'arrive en terminale, mes profs ils me disaient mais toi, tu veux tellement gagner de l'argent que tu vas devenir dealer, tu vas pas aller en cours. Ah ouais, cool, c'est comme ça que vous me voyez. Premier de la classe, tu vois, lunettes et tout. Mais dans sa tête, il voyait déjà un tableau sombre. Incroyable. Ouais, je bosse dans le plus grand groupe du monde à l'époque. On est en 2005. Première valeur boursière, c'est General Electric. En termes d'ego, je suis chaud. Sur d'école, à l'époque, tu gagnais 2000, 2500, 3000 quand tu étais bien payé. J'ai été méga visible parce que je sortais tout le temps. Si tu regardes les commentaires d'autrefois, c'est mais retourne chez toi avec ta sale tête de lunettes, espèce de sale puceau, va à la salle lever de la fonte. Les gens t'ont dit ça? Mais bien sûr. Et pour toi, c'est quoi les 3 clés pour faire best-seller? Alors déjà avoir... Deviens visible. Bienvenue dans le podcast des entrepreneurs qui à la base étaient invisibles, qui sont devenus visibles. Ici, on analyse, on décortique, on va s'inspirer des personnes qui ont réussi, mais pourtant, elles n'avaient pas les cases. Aujourd'hui, je reçois Selim. Bonjour Steve. Salut Selim. Comment tu vas? Ça va très bien toi. T'as vu, je me suis pas hasardé à dire Niederhofer. Non, mais Niederhofer, c'est facile hein, que tu le découpes en 3, en 4. Niederhofer. Ouais. Tu vois, c'est méga simple. Mais le problème, c'est les gens, ils n'ont pas assez fait LV2 à l'école. Tu vois, ils sont pas allés au cours d'allemand, ils ont fait espagnol LV2. Bon, quelle est l'utilité? À part pour mater Narcos sur Netflix, sinon c'est limité. Mais ouais, donc écoute Steve, je te retourne le compliment. Je me hasarde pas sur ton nom de famille, alors qu'il est relativement simple. Simple, Onkponou. Je sais. Tu sais qui m'avait fait remarquer ça un peu en termes de réflexion? Gary Vaynerchuk. Ouais. Aux États-Unis, le mec, il a répété et même orthographié. Il l'a découpé Vay-Ner-Chuck pour que les ricains, ça leur rentre dans la tête. C'était une petite amie au lycée, elle m'avait dit « Niederhofer, peut-être que tu devrais changer. » Ah mais non, en fait, parce que Schwarzenegger, il a percé aux États-Unis même avec ce nom. Sur son premier film, il l'avait appelé Arnold Strong, tu vois, parce qu'il était déjà à Mr. Universe. Et ils se disent, ouais, avec un nom comme ça, laisse tomber, ça marchera jamais. Arnold Strong, flop, il a repris son nom et il a dit, tu sais quoi, il n'y a pas de discussion, c'est comme ça. Mais il a tellement eu raison. On rentre dans le vif du sujet là, parce qu'en fait là, on parle de singularité. Là, on est parti tout de suite dans la singularité. Là, c'est on peut pas faire mieux. Avant de rebondir sur ça, quelle est la singularité qui fait de toi la personne que tu es? Quelle est la singularité qui s'est passée dans la vie de Selim, qui fait de Selim, et après vous allez comprendre ce que Selim fait, qui fait de Selim, je vais pas dire ton métier, même si on va en parler, si tu es copywriter. Donc, quelle est la singularité qui a fait que tu es parti dans ce métier-là? Je crois la lecture, l'amour de la lecture, le fait d'aimer être seul beaucoup pour lire et que je m'exprime beaucoup mieux à l'écrit qu'à l'oral. J'ai toujours eu des facilités à l'écrit et l'oral, c'est quelque chose que j'ai appris. Et encore aujourd'hui, alors là, c'est incroyable en ce moment, j'anime comme toi, tu vois, je fais des vidéos et j'invite parfois des experts à venir parler en live avec moi. Déjà 2 refus cette année de personnes dont j'estime le travail, qui sont très bons. Ils ont développé des communautés en ligne, ils ont des newsletters qui sont canons. Je leur dis, viens, on parle de ci, de ça. Désolé, je me sens pas très à l'aise à l'oral. Ça me rend fou. Oui. Parce que pour moi, tu vois, je pensais que c'était inné, mais non, en fait, je l'ai acquis. Moi-même, je l'ai acquis. Les premiers trucs, je bégayais, je rougissais. On apprend tout ça. Mais cette singularité, en fait, elle vient de gamin. Moi, c'était du foot dehors, des jeux vidéo, mais beaucoup de lecture. Et en fait, là, tu te dis, ah ouais, ça, c'est vraiment juste moi. Mais non, t'écoutes Orelsan, c'est quoi? Il te dit la même chose. On a grandi fin des années 80, début des années 90. On faisait tous la même chose. On matait la télé, on jouait aux jeux vidéo et on jouait au foot, au basket, ce que tu veux. Mais c'est dur de te dire, ah ouais, en fait, ma singularité, elle a émergé de ce qu'on n'appelait pas encore un lifestyle, ce qu'on appelait juste ta vie à l'époque. Je lisais des livres parce que j'étais bien dans ces mondes parallèles. Excuse-moi de te couper. Tout le monde ne lisait pas des livres, tu vois. Donc ça, c'est une singularité. Bien sûr. Je ne vais pas juger, mais... En fait, tout le monde n'y allait pas à la bibliothèque. Ah ouais. Il y en a qui allaient à la bibliothèque, qui allaient dormir. Je sais très bien. Enfin, on voyait des gens qui étaient là-bas. Il y en a qui étaient forcés d'y aller parce qu'ils étaient à 150 dans l'appart et qu'il fallait, il fallait sortir. Ah, bien sûr. Mais tout le monde ne lisait pas, tu vois, parce que du coup, c'est quand même pas commun, tu sais, d'être enfant et de se mettre dans la lecture. Mais c'est ultra intéressant d'avoir l'avis d'un pro dessus parce que chaque personne, à chaque fois, et toi tu dois le voir dans tes ateliers, dans tes méthodes, quand tu les fais travailler, pour moi ça c'est pas singulier parce que j'en vois tellement tout autour de moi. Tous les copywriters vont te raconter la même histoire. J'ai toujours aimé lire et écrire. Bah ouais, et c'est ce qui fait qu'on a atterri là-dedans aujourd'hui
pour 80%. Tu en as certains qui ont des parcours vraiment singuliers, genre j'ai été charpentier, j'étais militaire et l'écriture et la lecture n'étaient pas leur quotidien. Mais pour moi, c'est vrai que ça a toujours été, tu vois, j'écrivais dans des faux carnets des romans, j'écrivais des poèmes. T'écrivais des romans dans des faux carnets ? Laisse tomber, Okay. C'était n'importe quoi, des petites histoires mignonnes qui duraient 6 pages. Tu les as encore ou pas ? Non, les premières reliques vraiment que j'ai, c'est tous les échanges de cartes postales. Parce que alors là, voilà, forcément, un jeune de 20 ans qui nous écoute, carte postale, il se dit mais plus du tout, on fait pas ça, quoi. Si, ça se fait encore en fait. Tu peux le faire en ligne maintenant. Tu mets tes photos et la poste te l'envoie. Enfin, moi, Exactement. Je suis le boomer qui fait ça à chaque fois à la fin de chaque été. Tu vois, je fais toujours trop tard. J'envoie des cartes postales à ma famille. Moi, je les achète. Ouais. Je vais encore dans le commerce. Tu vois, je les personnalise pas. Je mets pas des photos de nous. Ouais. Je vais encore dans le commerce acheter la photo du chien rajoutée sur Photoshop devant le paysage local. Non, moi, ma belle-mère, elle veut bien voir nos photos. Elle est pas sur Instagram, tout ça, donc elle veut bien voir les photos et tout. Donc on en fait d'une pierre deux coups, tu vois. Sur WhatsApp, tu l'envoies. Mais c'est vrai que c'est mignon, l'attention, la personnalisation. C'est super mignon. Et en fait, j'ai encore toute une boîte à chaussures. Là, je l'ai ouverte récemment parce que j'avais perdu des choses que je recherchais. Et j'ai tous ces échanges depuis le CE1. Parce qu'en CE1, on avait des correspondants au Canada. Tu vois, on était à Agen à l'époque. Mon école primaire, c'était à Agen. Et on avait des correspondants. Ça vous va bien. Ouais. Pardon, je sors. Tu vois, c'est resté en tête. Hein. Ouais. Tu as des slogans comme ça de pub. Pruneau d'Agen, ça vous va bien. Mais toutes les pubs, de toute façon, des années 80-90, le slogan répétitif et en chanson, ça marche trop bien. Là, on enregistre, on a perdu Thierry Ardisson il y a même pas 2 mois. Et il est responsable d'une grande partie de ces trucs qui sont restés en tête. Et après, il y a eu tous les correspondants, toutes les colonies de vacances. Et la vraie relique cool, c'est mon carnet de première. Tu sais, quand on passait le bac de français, où j'ai toutes les figures de style, allitération, métaphore, tous ces trucs-là. En fait, je les ai. Aujourd'hui, l'encre, elle est un peu passée et ça va finir par disparaître. Mais tout ce que j'utilise dans mon travail aujourd'hui, c'était des trucs que j'aimais pas forcément faire à l'époque. Tu vois, la première, ça a été dur sur le français. Je pensais que j'étais un tueur. Bac de français à l'écrit, 11. Bac de français à l'oral, 11. Ah non, en fait, t'es nul. Ah ok, d'accord, merci. Tu vois ? Ok, intéressant. J'ai envie de rebondir sur le bac de français, mais bon, enfin, on va y revenir peut-être après. Aujourd'hui, t'es copywriter. Enfin, comment on devient copywriter ? Comment t'es arrivé l'idée de lancer ce business ? Parce que t'étais pas dans ça, en fait, avant. Est-ce que tu peux parler de... Après le bac de français avec 11, ouais, bien sûr. C'est quoi le parcours pour arriver ici ? Le parcours, à la base, moi, je voulais être avocat. Okay. Je voulais être avocat. Toujours dans les lettres ? Oui, dans les lettres, dans la persuasion, quelque part, tu vois. Comment tu fais basculer. Mais c'était vraiment plus pour protéger. C'était vraiment pour servir. Mon père est gendarme, d'accord ? Donc, l'idée de justice, elle est très, très, très importante chez moi. Et je pouvais aider ces jeunes. Et en fait, ma petite amie de l'époque, donc dis-toi que je suis en première, elle est en terminale, elle part en fac de droit. Mais là, quand j'arrive en terminale, mes profs, ils me disaient mais toi, vu que tu tiens pas en place, tu vas pas aller en fac parce que tu vas rien faire. Ils m'ont dit, il y en a un véridique qui m'a dit, en fait, le truc, c'est que tu veux tellement gagner de l'argent que tu vas devenir dealer, tu vas pas aller en cours. Ah ouais, cool, c'est comme ça que vous me voyez, premier de la classe, tu vois, lunettes et tout. Mais dans sa tête, il voyait déjà un tableau sombre. Incroyable. Ouais. Il m'a dit, non, mais en fait, je crois que tu connais pas. La voie royale, c'est la prépa. Et prépa, c'est quoi ? En fait, pour les grandes écoles. Grandes écoles, je connaissais. Parce que chaque année, question pour un champion spécial grandes écoles. Où t'as les mecs de Polytechnique qui sont en uniforme. Et là, ça on voit. Tu vois en finale le gars de HEC contre le gars de Polytechnique. HEC, il se fait rétamer, évidemment. Pas tout le temps, pas chaque année. Mais j'adorais. Je me disais, ah ouais, je pourrais faire ça. Et en fait, attends, vous me dites que moi, je peux faire ça ? C'est limite mes profs qui ont rempli mes dossiers pour que j'aille en prépa. Tu vois, parce que moi, je connaissais pas mes parents. Je dis souvent, un jour, ça a choqué quelqu'un. J'ai dit, mes parents, ils ont bac -12, tu vois. Mais juste, quand j'ai eu mon bac, ils m'ont dit, ah ouais, c'est quoi maintenant ? Genre, tu vas à la fac, c'est ça ? Parce que pour eux, juste, t'as ton CAP, t'as ton brevet, tu vas travailler. Déjà, le bac, pour eux, c'était quelque chose. Cool, fier. Mais perdu pour l'après. Ils m'ont pas accompagné pour l'après. Donc c'est mes profs, en fait, qui ont dit, attends mec, t'es premier, juste tu vas pas à la fac. Voie royale, républicaine, tu vas en prépa. Ok. Et là, du coup, j'ai pris une prépa HEC, parce que j'étais pas un scientifique. Prépa pour les grandes écoles de commerce. Là, j'ai pris une espèce de claque dans la tête. De premier de quasiment toute ma vie, je passe à 52e sur 52. Ok. Déjà, tu te dis en termes d'ego, c'est bien, ça te remet à ta place. Tu croyais que t'étais fort, et en fait, t'es nul. Ok, très bien. Sauf que
en prépa. Moi, j'adore suivre, tu sais, mon père est dans l'armée, donc j'ai regardé beaucoup de documentaires quand j'étais gamin sur les Marines, c'est sur la Légion étrangère. À la Légion étrangère ou pour le GIGN, pour rentrer, c'est dur, c'est au mental. T'as beau être balèze, t'as beau être fort en sport, t'as beau être intelligent, c'est du mental, tu t'accroches. Et toutes les semaines, tu peux sonner la cloche pour rentrer chez toi, j'en peux plus, j'abandonne. Juste la règle, c'est last man standing. Tu restes, t'encaisses, tu serres les dents. Sur la première année de prépa, on perd un tiers de l'effectif. Tu passes de 52 à 35. Ok. Tu vois. Et donc là, je me dis, facile. En fait, il suffit juste de rester debout et d'encaisser. C'est du Rocky. Ok. Tu vois, Ok. c'est vraiment juste ça. T'attends, tu prends les coups, t'apprends. T'es nul, hein, mais note toujours nul. Et je finis 35e sur 35. C'est pas grave. On a déjà fait un peu de ménage. Tant que tu restes là, ça va aller. Et sur la deuxième année, j'ai eu des bons résultats. J'ai eu des meilleures écoles que certains qui étaient devant moi. Cool. J'arrive en école de commerce et là, en fait, je suis perdu. Je sais pas quoi faire parce que c'est pas mon univers. Tu vois, les métiers de Pourquoi c'est pas ton manager. univers? Ouais, voilà. C'est pas mon univers parce que ma maman, elle a suivi mon papa dans tous les déménagements de l'armée. Tu sais, dans Ok, l'armée, tu ouais. déménages tous les 3-4 ans. Ok. Donc, j'ai pas vraiment d'amis d'enfance fixes, comme ceux qui ont grandi de la maternelle jusqu'au lycée avec les mêmes potes d'enfance. Moi, ça, j'ai pas. Mais derrière, donc c'est pas mon univers parce que mes parents sont pas dans le commerce. Mon père, il est dans l'armée. C'est vrai ou faux? Tu mens ou tu mens pas? C'est toi le coupable ou c'est pas toi le coupable? T'as rendu l'enfant le dimanche soir après ta garde du week-end ou tu l'as pas rendu? Tu vois, je vais pas dire c'est noir ou c'est blanc, Ouais, mais c'est un peu quand on même, n'est ouais. pas dans des relations de commerce. On n'est pas dans une relation transactionnelle. Il est l'autorité. Et moi, là, du coup, je découvre tout cet univers. Je fais, bon, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime bien faire? Il y a tous les trucs que j'élimine vite fait, genre le droit, en fait, ça me plaît pas tant que ça. Les RH, ça m'a fatigué très vite. La compta, et c'est là que je me rends compte qu'en fait, bon, les maths, j'étais pas méga OP là-dessus, mais je me rends compte, on me fait comprendre, mais en fait, mec, t'es créatif. T'as des idées stupides tout le temps. C'est l'idée c'est l'époque du morning live. C'est l'époque de Jackass, où des gars débiles font des émissions débiles. Mhm. Et on s'amuse. Et les gens les regardent. Et là, je me dis, OK. Et en fait, directement, en arrivant en école, je rejoins évidemment le journal de l'école. Je prends la tête du truc l'année d'après. Et c'était parti. Tu vois, mes deux associations à l'école, j'ai été rédacteur en chef du journal de l'école. Et je faisais aussi le gala. Donc, le gala, tous les ans, c'est la grosse fête où tu remets le diplôme. Donc, un peu de la night et un peu de l'écriture. Et ça, en fait, je chope mon diplôme. Alors, attention, mon diplôme, je suis quoi, moi? Je suis acheteur industriel. Toi, tu le sais, pardon. Tu as bossé en marketing. Dans les grands groupes, cette question de logistique, d'approvisionnement et des achats, elle est vitale parce que le but du jeu, c'est de réduire les coûts. Ouais. Je bosse dans le plus grand groupe du monde à l'époque. On est en 2005. C'était quoi? Première valeur boursière, c'est General Electric. General Electric, avant le crash, avant le démantèlement, ils sont devant tout le monde. Ok. Dès l'année d'après, tu as Apple qui arrive, tu as Google qui arrive et qui vont prendre, tu vois, ces valeurs des GAFAM vont prendre progressivement le relais. Mais à l'époque, je bosse dans la plus grosse boîte du monde. En termes d'ego, je suis chaud. Je vais au boulot tous les matins, c'est nul. Pourquoi? Parce que je suis nul. Ça ne m'intéresse pas. Je fais des fichiers Excel, je vais chercher des pièces détachées pour des IRM, pour des mammographes, pour des produits d'hôpitaux. Ouais, qui te La passionne mission, elle est noble. Tu vois, la mission, elle est bien officiellement. C'est censé donner du sens à ma vie. Mais en fait, zéro. Ok. Je m'amuse pas. Ok. Le souci, je suis à Paris pour la première fois de ma vie pour ce stage. Je sors tous les soirs. Mais vraiment tous les soirs. Mon N+3, il le sait, il l'apprend. Je suis fatigué pendant les réunions. Tu vois, j'arrive, il vient me trouver fin novembre. Il me dit, bon, en termes de perf, moyen, mais on m'a dit que tu connaissais Paris. Il y a 3 mois que je suis à Paris. Il m'a filé 100 balles par tête pour organiser le Noël de toute notre business unit. Ok. C'est pas normal pour un stagiaire. C'est pas mon taf, tu vois, c'est les RH ou c'est quelqu'un d'autre. Mais ils avaient identifié mes forces, en fait. Et je me suis éclaté parce que le relationnel, parce que sortir, parce que rencontrer. Attends, ils te donnent du 100 monde. balles? Eh oui, non, À mais chaque 100 fois que balles tu ramènes pour chaque quelqu'un. tête, pour les Ah, 200. ok, c'était pas pour toi. Non, c'est pas pour moi. Pour Ah. les 200 personnes, Ouais, tu vois, il dit, ouais. t'as un budget de 100 € par tête, tu nous fais une soirée de déglingo pour Noël. Et du coup, Mais merveilleux, merveilleux. Mais donc là, t'as un déclic, là, tu te dis, c'est peut-être pour moi, non? C'est. je me dis surtout, Excel, c'est pas pour moi. La nuit, j'aime bien rencontrer du monde, j'aime bien. Organiser des trucs qui font plaisir aux gens, j'aime trop. Très bien. Mais je retourne quand même à l'école pour ma dernière année où je continue dans les achats. Là, je pars chez Schneider Electric. Tu vois, pareil, je reste dans le plastique, je reste dans l'achat de pièces et tout. Et là, je me dis, ah ouais, c'est vraiment pas pour moi. En fait, c'est vraiment pas pour moi. Je finance mes études en bossant dans un bar.
Donc, je continue de sortir et tout. Et c'est cool parce que ça me permet de payer mon appart, ça me permet de payer les courses, tout ça. Mais jamais à 100% dans les études. Genre, je vais pas au cours de finance. C'est le vendredi matin. Moi, le vendredi matin, je me suis couché à 4 heures. Je peux pas. J'ai quand même mon diplôme. Tout se passe très, très bien. Et là, je cherche un job dans les achats. Mais en fait, je me dis non. Je vais tenter un autre truc pour pas m'enfermer. Tu vois, cette notion d'enfermement. À 23 ans, j'ai eu peur de l'engagement. Me dire, attends, m'engager dans les achats toute ma vie alors que je crois que je kiffe pas trop. Je suis allé faire de la conduite du changement dans un cabinet. C'était pas pour moi non plus. Genre faire des PowerPoint. J'étais à la Défense pour EDF, mastodonte, tu vois. Et 23 ans, je suis en face de gars, ils ont 55 ans, ils connaissent le processus RH, le processus de paye de tout le monde. Et moi, je suis censé leur apprendre des trucs pour les aider à avancer. Nullissime, je ne connais rien. Les mecs en réunion, ils me disent, mais bouge, vas-y, pour de vrai, tu vas nous apprendre à nous les dinosaures. J'étais pas à ma place. Donc là, je démissionne. Mais en fou furieux, j'ai mon prêt étudiant à rembourser. J'ai plus une thune. Là, mon meilleur pote, il me lâche 500 balles par mois. C'est fou. Sur notre premier salaire d'étudiant. Tu vois, premier salaire d'étudiant, tu sors d'école, à l'époque, tu gagnais 2000, 2500, 3000 quand tu étais bien payé. Je parle pas des gars dans la finance, tu vois, je parle des gars dans les jobs autres. Voilà. Je retrouve du taf. Là, je vais bosser chez Gap. J'ai un diplôme, un bac plus 6. Pas 5, 6. Je plie des fringues, j'accompagne mes clientes en cabine et je suis meilleur vendeur. Parce que le contact humain, encore une fois. Et là, je me dis, ok, il faut vraiment pas que je retourne dans les achats. Donc, je retourne dans les achats, évidemment. Et je suis vraiment pas à ma place. Mais là, vraiment, ok, là, c'est la fin. Là, c'est vraiment, je bosse pour Land Rover et Jaguar. Hyper prestigieux sur le CV, c'est vraiment cool. Mais encore une fois, je peux arriver en soirée et dire, hey, yeah, je bosse pour Land Rover et Jaguar et tout. En mission, chez Valeo, tu vois, sous-traitant, pièces automobiles. Flemme, c'était vraiment pas pour moi. Donc là, je me lance vraiment dans le coaching. Je vais coacher des hommes pour qu'ils prennent confiance en eux. Alors, comment tu te dis, je vais quitter les achats, je me lance dans le coaching? C'est quoi le... Là, tu me parles de soirée, là, tu me parles de coaching. Et bien sûr, c'est arrivé parce que dans mes lectures, j'ai lu l'ouvrage phare de 2008, c'était The Game. Ouais, on a tous The Game, énorme, à l'époque, c'est pour apprendre à séduire quand t'es un garçon. Incroyable. C'est une autre époque, d'accord? Il faut vraiment se dire, c'est une autre époque. C'est des trucs, si les jeunes d'aujourd'hui lisent ça, ils vont s'arracher leurs cheveux bleus, tu vois, ça va être méga compliqué pour eux. À l'époque, ça génial, passe. Il y a une tendance, ok? Et en fait, ce mec, il passe à Paris à un moment et je le rencontre dans des circonstances complètement rigolotes. Je le rencontre. Attends, on veut les anecdotes. C'était quoi les circonstances? Non, tu peux pas. C'est vraiment... T'es un podcast de grande écoute. Là, c'est des choses pour les grands majeurs. Donc, on se rencontre dans des circonstances rigolotes. Dommage, vous l'aurez pas, mais moi, je l'aurais en off. C'est ça. Et une amie voulait vraiment le voir. Et en fait, elle réussit à le voir et elle me le présente. Et il me dit, on passe toute la soirée, tout le week-end ensemble. Il dit, mais en fait, toi là, tu sais écrire. Tu sais écrire? Ouais, je sais écrire, j'aime bien. Tu sais lire, t'as le contact facile. T'as l'air d'avoir confiance en toi et tout. Il m'a dit, j'ai vu 2-3 gars qui sont mes homologues en France, ils ont l'air claqués, ils sont tout nuls. Lance-toi. Et imagine, en fait, t'as Alain Prost, il te dit, ou Max Verstappen, il dit, ouais, mais deviens pilote. Et bien sûr, tu le fais. T'as la bénédiction du plus haut dans ta catégorie. Donc, je me suis lancé comme ça. Je me suis lancé en un an. Alors, tu vois, par rapport à Deviens Visible, ultra intéressant. Je fais tourner mon site. Et dans ma tête, je me dis, tu sais quoi, ma promotion pour trouver des clients, ça va être quoi? Je vais faire toutes les télés, je vais faire tous les journaux, je vais faire les radios. Et je les ai fait. J'ai été méga visible à cette époque parce que je sortais tout le temps. Tu vois, le fait de sortir tout le temps à Paris, tu rencontres tous les journalistes, tu crées le réseau. Mais malheureusement, et c'est là la vraie décorrélation, je vais te dire, entre méga visible, les gens ils viennent un peu sur le site convertit pas. Il me manque un truc dans mon offre. Il y a un truc que j'ai pas compris. Moi, dans ma tête de gamin élevé en province devant la télé, devant Dorothée et le Hit Machine, pour moi, t'étais visible à la télé, t'allais vendre forcément. Ça marche pas comme ça. Il te manque un truc. Et là, je tombe sur un mec, 1 an plus tard, qui était mon concurrent dans le coaching en séduction, mais lui ne montrait pas sa tête. Il avait un site tout moche, mais en fait, il vendait 10 fois, 20 fois plus que moi. Donc là, on fusionne un peu. Je vais bosser avec lui et il m'apprend le copywriting. Et moi, du coup, je découvre fin 2010 le copywriting, l'art d'écrire de la copie, l'art d'utiliser des mots qui attirent l'attention et qui font vendre. C'est quoi le copywriting justement? C'est intéressant. Comment on assemble ces mots-là? Comment on le fait? Dis-moi. Le copywriting, en fait, c'est toute une succession, on va dire, de petites stratégies. Tu dois penser ton message intelligemment. Tu dois comprendre en fait que le cerveau humain, il va pas retenir les 150 infos que je vais te donner dans ce podcast. Donc, il faut que je fasse passer un message fort. Et tu vas définir un message fort. Je veux qu'il retienne juste ça. Écrire correctement, ça fait vendre. Ah, ok. Et donc, le mec, il m'apprend ça. Il m'apprend, t'arrêtes avec tes intros trop longues. Vas-y, mets
des chiffres, mets un peu du gras ici. Et surtout, parle-leur de bénéfices. What's in it for them? C'est quoi? Ils vont apprendre quoi? Ils vont gagner quoi? Ils vont se débarrasser de quelle douleur? Moi, pendant toute cette période avant, en fait, c'était je parlais que de moi en disant vas-y, mais copie mes techniques et tu vas y arriver. Mais c'est pas ça la vie. En fait, parce que je n'avais pas cette leçon, mets ton client au centre de tes textes, de toutes tes démos, d'absolument tout. Tu penses pour lui, tu écris pour lui, tu arrêtes le jeu. Dans le copywriting, un texte, tu enlèves les 2/3 de tes jeux et tu remplaces par des vous. Tu réfléchis comment je mets mon lecteur en position de héros, ok? Et puis après, tu apprends des petites techniques. Écrire court, écrire avec des trucs qui riment un peu, mettre des images, mettre des chiffres, répéter ton message de manière différente. Tu apprends aussi un peu le SEO, mais surtout le copywriting. Comment les faire passer à l'action? Comment tu vas chercher l'émotion? Comment tu leur montres le résultat? Il y a une question de crédibilité. Ouais, je peux te raconter pendant 1000 ans. Ouais, je suis très fort, je suis un super coach business. Mais vas-y, mais prouve-le. À un moment, si ça marche, t'es censé sortir avec des jolies filles et des mannequins et avoir la vie d'Aloca. Ouais, ça je montrais sur Instagram, c'était cool. Mais en fait, on s'en fout que ce soit pour toi. T'es le coach, c'est normal que ça marche. Montre-nous les résultats de tes clients. Ouais. Et voilà. Et ça, forcément, moi j'étais dans un domaine un peu compliqué. C'est dur de parler de ça. C'est dur d'extraire les témoignages clients. Donc, on a fait en sorte quand même que les gars racontent. Et à partir de là, ça a beaucoup mieux marché. Quand on avait des vrais rassemblements, tu fédères ta communauté, tu montres que cette communauté, elle existe. Et tu noues une relation de confiance. Et derrière, ils peuvent te donner des témoignages. Mais tant que tu ne connais pas tous les principes de persuasion, en clair, tant que tu n'as pas lu Cialdini, lisez, vraiment, c'est un conseil à 10,80 € que je vais vous donner. Lisez Influence et Persuasion. Je touche 0 € là-dessus. Mais c'est juste le meilleur bouquin que vous lirez de votre vie pour vendre quoi que ce soit et pour vos relations avec les autres. C'est pas mal. Ah mais oui, 10,80 €, ça te change une vie. Ouais. Donc ouais, à ce moment-là, je découvre le copywriting. Je me mets à faire tous les textes pour Art de séduire sur le blog, les newsletters, les vidéos sur YouTube. YouTube, tu vois, j'ai mon petit trophée des 100 000 abonnés à la chaîne YouTube. Super reconnaissance, on est content. Je m'occupe vraiment de tout, les relations avec les journalistes, le M6, le Capital, Zone Interdite, le Canal+, le Parisien, enfin tout ce que tu peux faire. Okay. Et puis au bout d'un moment, forcément, t'en as marre. Tu vois, t'as l'impression d'avoir fait le tour de ton métier. Au moment où je sors mon bouquin en 2017, 2 semaines plus tard, Weinstein. MeToo, balance ton porc. Le timing, il est mauvais. Ouais. Tu vois, il y a des moments où tu sors un truc, t'as bossé dessus pendant longtemps, timing mauvais, raté. Ça arrive à des auteurs, ça arrive à des gens qui sortent de la musique, ça arrive à des réalisateurs pour leurs films. Ça arrive, c'est comme ça. Moi, quand j'ai sorti mon premier livre, j'avais toutes les excuses. C'était pendant le confinement. Je devais faire une séance de dédicace à la FNAC. Coupé. Mais bien sûr. Je devais aller au festival de Cannes. Coupé. Mais non, mais c'est horrible. Et ça, en fait, juste, soit tu te lamentes, c'est injuste, soit juste avance. Allez, vas-y, c'est pas grave. On avance. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Exactement. Il faut accepter. Moi, j'ai tenté, tu vois, pareil, mon lancement, il était pendant le 3e confinement, donc en 2021. C'était mars 2021 ou avril, je ne sais plus, qu'on a été confinés. Les séances, elles ont sauté, pareil. Donc, j'ai fait les 1 an. Mais les 1 an, tout le monde s'en fout. Et ça, c'est une erreur stratégique, d'accord? Les gens, ils sont intéressés par la nouveauté. Ouais, mais t'as essayé. Oui. Non, mais je le tente, c'est cool. C'était une perte de temps en termes d'ego. Je l'ai fait pour mon ego, pour avoir les photos, pour dire, ouais, regardez, ça fait 1 an déjà, machin. Je suis OK pour le fait d'essayer. Il y a des trucs où tu sais que ça sert pas à grand chose. Bon, on les fait quand même parfois. C'est de l'effort, tu vois, c'est de l'énergie. Exactement. Et je crois vachement en ça. Je crois vachement au début imparfait, mais tu tournes, tu fais tes vidéos, tu fais tes trucs et à un moment, ça va prendre. Exactement. Ce qui est dur, c'est d'accepter le fait d'être ridicule au début, mais en fait, tu es ridicule juste par rapport à toi, parce que tu vas apprendre des choses aux autres, tu vas faire quelques vues, et en fait, tu vas changer la vie d'une personne ou deux. Elles te le diront peut-être pas, mais ça a vraiment servi ce que tu as fait. Moi, ce que j'adore, c'est voir après, tout le monde ne le fait pas, c'est voir en fait le début, les commentaires, tu sais, des vidéos, des gens qui ont percé. T'amuses à scroller ce qu'ils n'ont pas supprimé. Mais moi, j'ai tout laissé. Si tu regardes les commentaires d'autrefois, c'est mais retourne chez toi avec ta sale tête de lunettes, espèce de sale puceau, va à la salle lever de la fonte. Les gens t'ont dit ça? Mais bien sûr. Les gens, c'est des malades. Mais moi, ça me fait barrer. Tu vois, parce que forcément, pour réussir, t'es obligé d'avoir un gros ego. Ouais, donc quand je lis ça, je dis, moi, je suis puceau. Mais je lui réponds même pas. C'est rigolo que tu penses ça, parce que si tu savais. Mais on s'en fout. C'est pas une bataille de zizi, tu vois. Jamais je réponds à un hater. Jamais. Vraiment, ça, c'est ma règle. Parce que tu connais les règles du web. Ça va m'apporter quoi? Je vais être vénère. Je perds du temps. Il perd du temps. On s'énerve encore plus. Imagine, tu tombes sur un psycho. Parce qu'il y a ça aussi, malheureusement. Je pense que nous, on a de la chance, on est des hommes.
oui. Tu vois, on a de la chance, on est des hommes, c'est assez rare qu'on vienne nous embêter. Moi, je plains vraiment les femmes. J'en forme plein sur l'écriture. Des infopreneuses, elles ont des offres, des accompagnements. Et elles me disent, ouais, tu vois, la question de, mais est-ce que je laisse le numéro ? Est-ce que c'est pas facile c'est clair. pour elles ? C'est clair. Donc, moi, non. Pareil, la plupart de mon audience, elle est féminine. Moi, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Mais donc, voilà, comment tu passes de je suis formé dans les achats à devenir copywriter. J'ai commencé donc progressivement à écrire. Et en fait, l'événement déclencheur, ça a été mon client, donc Monsieur Art de Séduire, à cette époque-là, il me fait écrire beaucoup de posts pour le blog. Okay, et c'est génial. Et il y a plein de commentaires. À l'époque, la value, tu vois, est-ce qu'il y a des commentaires ? Parce qu'on commentait. Enfin, t'es coach et après, du coup Ouais, je suis coach, mais j'écris en même temps. Tu vois, parce que pour développer la visibilité du truc, dis-toi qu'il n'y a pas encore Instagram. 2010, Instagram, c'est uniquement sur Apple, il n'y a pas encore sur Android. Donc moi, je ne peux pas encore jouer sur Instagram. Ouais. C'est pas encore une plateforme donc sur laquelle on compte vraiment. J'écris et je tourne du YouTube à l'époque. Donc Monsieur Art de Séduire. Et Monsieur Art de Séduire, à un moment, il me commande une formation, premier rendez-vous, et il me commande la page de vente. Et là, je lui dis, mais page de vente, ça veut dire quoi ? Tu vois, je ne savais pas ce que c'était. Il m'explique. Je vais écrire le truc pendant une semaine. Je lui amène les feuilles, il les imprime, il sort son stylo rouge. En 2 minutes, le truc, mais laisse tomber, c'est une mare de sang. Il me dit, on vendra rien avec ce torchon, quoi. C'est pas possible. Là, moi, mais si, je suis bon en français. si, ça va vendre, bien sûr. Il me fait, attends, bouge pas, je reviens dans 2 heures. Le gars n'avait pas lu la formation. Il va s'enfermer 2 heures. Il tape un truc. Il revient et là, il me donne la plus grosse leçon. Il me dit, alors, on va faire un truc que tu connais pas. Ça s'appelle un test AB. C'est quoi ? C'est très simple. On va envoyer à 1000 personnes ma version de texte qu'on appellera A. On va envoyer à 1000 personnes ta version du texte qu'on appellera B. On ne prend pas les mêmes 1000 personnes, évidemment. Sur 1000, lui, il en vend 30. Moi, j'en vends 3. Son texte, il était nul, il était un peu grossier parfois, il y avait du franglais dedans, c'était pas de la belle grammaire. Tu vois, ma prof de français, elle aurait pleuré. Moi, je disais, mais... Non, ça vend. En fait, ce monsieur sait vendre. Et c'est là qu'il me met dans les mains mon premier livre en copywriting. C'est lequel ? Ça s'appelle Power Copywriting for the Internet de Bob Serling. Tu vois, c'est même pas le truc le plus connu à l'époque, mais j'ai lu ça et ça m'a ouvert des portes. En fait, tu sais, c'est comme quand tu découvres un monde. Imagine, tu découvres les cryptos demain ou le trading. Tu dis, waouh, tous ces trucs, c'était derrière la porte et je découvre aujourd'hui. Et là, en fait, tu découvres un super pouvoir. Tout à coup, tes textes, c'est plus les mêmes. Tu vois plus de commentaires, tu vois plus de ventes. Tu te dis, mais je suis méga balèze. À la suite de ça, vu que je sortais beaucoup, j'ai des potes en agence qui viennent me chercher pour écrire pour Wilkinson. 6 tweets. 6 tweets, tu vois, à l'époque, les tweets, c'est 140 caractères. C'est pas encore aujourd'hui grand comme tu veux. 6 tweets, il me dit, je sais pas, 800 €, ça te va ? 800 € pour 30 minutes d'écriture, pour un truc qui fait même pas une demi-page Word. Là, donc il y a un vrai travail. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, ça s'appelle concepteur-rédacteur, copywriter. Dinguerie. Et puis après ça, j'enchaînais les missions pour des clients de plus en plus gros, pour la Fnac, pour Boss, j'ai écrit pour qui ? Là, en ce moment, mon plus gros client, tu vois, ça va être Velux. Velux, ça fait 3 ans que je bosse avec eux sur du site web, sur de la campagne, sur des promos, sur des séquences mail. Okay. Et ça, c'est génial. Ça, c'est du travail de copyright. Et j'adore. Combien de temps il t'a fallu pour vivre de ton business ? J'ai eu de la chance d'en vivre, je te dirais, au bout d'un an, d'accord ? Parce que quand je me suis lancé sur la partie coaching en séduction moi-même, que je voulais juste parler de visibilité, machin, en fait, je faisais pas beaucoup de clients. Donc là, on a beaucoup de chance en France, le chômage. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'était Pôle emploi France Travail, c'est ça ? France aujourd'hui, Travail, ça s'appelle France Travail, qui te paye pendant 2 ans à chercher... C'est plus ça aujourd'hui, je crois. 18 mois aujourd'hui ? Je sais pas, peut-être, oui. Ouais, c'est un peu moins. Mais trop bien. Pendant 18 mois, j'étais payé à chercher des idées. Moi, j'ai pas le temps, d'accord ? Donc, j'ai lancé tout de suite mon truc, mais ça vendait pas assez. Et au bout d'un an, donc quand j'ai rejoint la team Art de Séduire pour chapeauter tout, là, j'en vivais déjà. Et ce que je te dis pas, c'est qu'à côté, en fait, vu que je suis hyper actif, j'aime bosser sur plusieurs projets. J'avais mon blog perso à côté pour des posts sponsors et j'étais community manager de Patrick Bruel de 2011 à 2019. Donc en fait, j'avais 3 sources de revenus, je vivais très très bien. Mais beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et 1 an où j'ai galéré parce qu'en fait, on ne m'avait pas donné les outils. Tu vois, je connaissais pas le copywriting. Si tu connais pas le copywriting, en fait, tu peux pas vendre. Et comment tu as fait pour te former, pour comprendre, connaître le copywriting ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Le premier livre, d'accord, de Bob Serling. Et puis ensuite, à la recherche des US qui étaient déjà disponibles. Nous, en France, il n'y avait que 2 bouquins. À l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Christian Godefroy. Il
il est plus là aujourd'hui, mais c'est lui le grand personnage connu du copywriting en France. Et puis surtout, moi j'étais déjà beaucoup attiré par tout ce qui était publicité. J'avais beaucoup de potes en agence de pub et j'ai grandi, il faut pas oublier, toi et moi on a le même âge, donc j'ai grandi, moi quand je fais ma terminale, le bouquin 99 francs, il sort à ce moment-là. C'est le moment où tous les dimanches soirs avant le film érotique sur M6, il y a culture pub. Pourquoi on a tous une culture pub comme ça? Mais parce qu'on attendait le rendez-vous d'après, mais on a vu tout ça. Et par la suite, moi je suis resté, j'ai découvert beaucoup de gars qui bossaient en agence et en fait c'est eux qui m'ont appris, c'est eux qui me montraient leur campagne. Et comment je me suis formé vraiment, je te dirais en travaillant, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Parce que quand dans ton sender, ton logiciel d'envoi d'email, tu fais ton test AB, tu as envoyé à la moitié de ton échantillon, ton titre A, tu as seulement 30% de taux d'ouverture et que le deuxième, ton titre B, il a fait 34%, autant te dire que tous les jours, ça devient une guerre. Tous les jours, ça devient une nouvelle leçon que tu apprends. Il y a des articles que tu postes où tu as 3 commentaires, il y en a d'autres où il y a 98 commentaires. Pourquoi? Ok, t'apprends. Et puis après, de plus en plus de livres côté US, parce qu'il y en avait des bons, de plus en plus de formations côté US aussi. Moi, je me suis formé pendant un moment, ma boîte, tu vas rire, ma boîte, il n'y a pas copywriting dans le titre, elle s'appelle officiellement Sales and Storytelling Strategies. Ah, mais le copywriting, est-ce que c'est pas un peu du storytelling? C'est pas la même chose. T'es obligé. Pour toi, c'est quoi la différence entre les deux? La vraie grosse différence, je te dirais que sur le storytelling, tu n'as pas ce jugement immédiat à court terme. Moi, en tant que copywriter, la personne qui me fait bosser, à la fin, elle a des performances. Elle a un taux de clic, elle a un taux d'ouverture du mail, elle a un taux de clic, elle a des achats. Un infopreneur qui me fait bosser sur sa page de vente, elle a converti ou elle n'a pas converti. Sur le storytelling, donc moi, je suis vraiment très short term là-dessus. Sur du storytelling, tu es plutôt sur je vais bâtir une marque, je vais bâtir un récit, ça va être des fondations pour des années et des années et des années, et je vais avoir des éléments de langage qui vont durer pendant des années et des campagnes, et c'est vraiment les fondations. C'est à plus long terme. Et ce qui est dur pour un directeur marketing qui est au milieu de tout ça, il doit faire gaffe. Oui, il doit vendre rapidement, mais il ne doit pas détruire sa marque. Exemple, il y a 1 an, 2 ans, je reçois un email d'IKEA où je me suis dit, IKEA, ils ont fumé. IKEA, ils se sont fait endormir par quoi? Par un copywriter méga violent. L'objet du mail, c'était disparition inquiétante. Et je suis papa d'une petite fille. Moi, tu me mets disparition inquiétante avec ce qu'on a vu tous là dans les médias de gamins qui sont enlevés dans un IKEA ou n'importe où. Mais ouais, mais complètement. Et ça, c'est pas bon. J'ai ouvert, c'était quoi la disparition inquiétante? Les gros prix ont disparu. Il n'y a plus que des petits prix. Mais j'avais envie de les insulter fort. Et là, forcément, son taux d'ouverture du mail, il a été énorme ce jour-là. Et peut-être même que ça a vendu derrière. Mais moi, je te promets que j'étais pas content. Je ferais pas ça pour un client. Je suis d'accord avec toi. Il y a deux types d'écoles. Tu as les gens qui disent qu'il faut mettre des petites putes à clic qui vont faire que les gens vont cliquer, tu vois. Moi, ça me rebute. Et en fait, d'habitude, plus je vois ça, plus je me désabonne et je ne lis plus les mails parce qu'en fait, ils crient au loup. Mais après, c'est marrant que tu dis ça. Il y a une personne qui me dit mais pour un copywriter, c'est excellent. Je lui dis mais moi, je suis pas copywriter. Et il me dit mais storyteller et copywriting. J'ai dit non, alors moi, je suis excellent quand je parle. Ça, c'est un peu le contraire. Je suis très bon quand je parle. Tu vas me raconter ton histoire, je vais capter, je vais te la faire tout de suite comme ça. Quand je coach, c'est fluide. Mais bien sûr. Mais écrire, je peux écrire, mais j'aime pas. Enfin, c'est pas ce que j'aime le mieux, quoi, tu vois. Là, j'ai écrit mon livre, ça m'a pris 1 an. Ouais. Alors que moi, là, c'est un plaisir. Je viens de signer un nouveau client pour écrire son livre. Je pense que je plie ça en 2 mois et demi. Ouais. Parce que, en fait, j'aime bien me frotter au format long. Grosse page de vente, grosse séquence mail et livre. Mais le livre, c'est l'objet absolu pour devenir visible, en fait. Mais tu vois, pareil, tu parlais. Comment tu fais? C'est là, t'étais invisible et t'es devenu visible. En fait, moi, le vrai problème, c'est que rapidement, j'ai gagné en visibilité sur Art de séduire. Donc, j'ai vu un peu ce qu'il fallait faire. Mais je me suis formé et en lisant juste, je vous le répète encore, mais vraiment, influence et persuasion, dedans, il te dit, c'est quoi l'autorité? C'est tous tes diplômes et c'est le livre. En France, il y a quoi de plus fort que le livre? Il y a rien du tout. Donc, à un moment, dans ta stratégie pour bâtir qu'est-ce que tu aurais le livre de la plus presse. Oui, non, mais la presse, c'est un petit article. Oui, mais en fait, le fait d'en avoir plusieurs, ça te ramène quand même une autorité. Le fait d'avoir une presse. Plusieurs articles. Exactement. Oui, je suis d'accord. Mais ce qui te positionne, en fait, c'est le livre qui te permet d'obtenir
derrière toute la presse. Exactement. Évidemment. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment un gros morceau auquel il faut s'attaquer quand tu es déjà un peu bon sur tes chiffres des ventes, quand tu es bon sur tes réseaux sociaux, quand ton offre, elle est canon. Ok, allez, on y va, je m'attaque au livre. Et là, moi, je sais que ça y est, c'est bon, je suis bon. En fait, j'ai appris beaucoup en étant dans l'ombre au début, en allant chercher la lumière et en étant dans l'ombre de Patrick Bruel, de gérer tous ses réseaux pour lui, de voir comment à ce niveau-là, il fait. Commencer vraiment un mois de promotion pour Patrick Bruel pour un nouvel album ou pour un nouveau film. Intéressant. Ça va intéresser, je pense, les gens. Comment il fait? C'est quoi une strat pour lancer un album? C'est combien de temps en amont? T'as des équipes, en fait. T'as des équipes et tu travailles. Donc, Sony Music, ok? Columbia, le label, Sony Music. T'as un rétro-planning qui est énorme où tu sais que plus d'un an avant, la date de sortie, on les connaît les bonnes dates. Si t'es David Guetta, vas-y, sors en avril ou en mai. Pourquoi? Pour tout l'été. Pour que ça fasse danser tout l'été. Quand t'es Patrick Bruel, si t'es Patrick Bruel, tu veux être vendu à Noël. Donc, tu sors premier week-end de novembre. D'accord? Parce que les gens commencent à faire leurs achats à ce moment-là. Soit tu peux sortir en septembre. Tu sais, mais septembre, regarde, tu vois, t'as ta rentrée littéraire où t'as tout le monde en même temps. C'est très, très dur d'émerger. Mais tu peux tenter un petit septembre quand même. Mais début novembre, là, il y a les plateaux télé, il y a toutes les radios. Tu planifies tout ça. Il a évidemment une attachée de presse qui connaît le tout pareil, car la longévité va t'aider aussi. D'accord? Tu démarres, tu verras peut-être pas autant de monde. Donc, tu prends des attachés de presse plutôt balèzes. Et à mesure que tu prends en expérience, en âge, tu les as connus, ils étaient débutants, ils deviennent rédacteurs en chef du truc. Là, je te parle de quelqu'un qui a plus de 30 ans de carrière. Okay? Donc, en un coup de fil, de lui ou de son attaché de presse, les rendez-vous, c'est bon, il les a. Ça devient facile, tu vois. Mais ce qui est dur quand même pour tout le monde, c'est de comprendre que c'est Jeff Bezos qui parlait un peu de ça. À l'époque, tu mettais 70% de ton énergie sur le produit et 30% en promotion. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est 30% de promo à sortir ton livre ou ton film, pardon, de création, de production, de promo, et 70% de promotion, où tu dois être partout. Moi, ce que j'ai beaucoup appris à l'époque, c'était ce que te racontait un Schwarzenegger ou un Tom Cruise. J'avais lu ça dans la biographie de Will Smith, qui est géniale, coécrite par Mark Manson. Il te dit un truc, il te dit, moi j'arrive à un moment où les stars, Will Smith il perce en 94, d'accord? Il a gagné ses Grammy de rappeur gentil, il se fait tracher par tous les vrais gangsta rappeurs, il est Prince de Bel-Air, ok, en télé c'est bon, ça va. Mais il débarque vraiment au ciné, Bad Boys, 94. Et là, pour faire sa promo, quand t'es Will Smith, tu fais quoi? Il te dit, en fait, moi j'avais un avantage, ma singularité, c'est que moi je suis pas que comme eux, une star de cinéma, je chante aussi. Alors il faisait des concerts en même temps, il ramenait beaucoup plus de monde. Il est allé demander à ses débuts, Tom Cruise, Sylvester Stallone, Bruce Willis, putain, comment vous faites? Et là, ils te disent, en fait, on reste longtemps. Et son seul adversaire pendant longtemps, ça a été Tom Cruise, qui reste sur le tapis à signer les autographes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Et là, il te dit, en fait, c'est une vraie leçon. C'est de l'endurance. Et c'est cette notion de, toi et moi, ça va nous saouler de faire la promotion. Mais quand je rencontre Robert Greene, ça fait déjà, quand je le rencontre en 2009, en 2010, ça fait déjà 12 ans qu'il fait la promotion de son livre Power, mais aujourd'hui, les 48 lois du pouvoir, tout le monde l'a lu. Et il continue. La promo, elle s'arrête jamais. En fait, tant que t'as pas intégré ça, tant que t'as pas compris ça, tu dis je vais faire mon lancement, ça va me prendre 3 semaines, mais tu es dans l'erreur. T'es dans l'erreur absolue. Quand tu veux faire un best-seller, j'ai discuté avec Olivier Roland aussi, au moment où je lançais le guide du copywriting. Il me dit non, mais en fait, il faut vouloir faire un best-seller, donc là, le structurer pour que, et derrière, en promo, tu dois rien lâcher. Et c'est pas un an de promo, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Ok, et pour toi, c'est quoi les 3 clés pour faire un best-seller? Si t'en avais 3 à dire. 3 clés pour faire un best-seller, écoute, franchement, je crois que je vais t'en donner que 2, parce que je suis pas sûr. Hein. Alors déjà, avoir un bon produit, ok, avoir un bon produit qui résout un vrai problème. Oui et non, je suis d'accord avec ce que tu dis. J'ai oublié le nom de cette dame qui avait sorti un livre. Elle a vendu, c'est marrant, en plus j'en parle dans mon livre Devient visible, mais j'ai oublié le nom. Bref, elle a vendu que dalle. Okay. Elle a changé le titre et la couverture. Alors ça, c'est une anecdote géniale. Ok, ça, on a une anecdote géniale. Nora Hayden, Astrological Love, elle sort un bouquin, mais il y en a peut-être plusieurs des anecdotes qui sont les mêmes, mais effectivement, tu as une actrice dans les années 80, elle sort un bouquin à compte d'auteur, 5000 exemplaires, il n'y a rien qui vend. Ok, elle vend rien du tout. Un éditeur malin passe devant, ouvre le truc et se dit ok, je vais changer le nom, et il a mis un titre un peu trashy, tu vois, il a rebossé la couverture et effectivement c'est devenu un best-seller. Donc ça, c'est pas un bon produit, mais ok. Je suis d'accord avec toi, mais le produit, bon, déjà pour moi vraiment ça part toujours du produit quand même. Maintenant tu as la partie copywriting, la couve est importante. Moi, la couve, quand tu vas chercher la couve du premier guide du copywriting, tiens, il est
déjà vois-tu. juste derrière toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sur cette couverture, c'est un désastre. Encore aujourd'hui, c'est un désastre. Pourquoi c'est un désastre? Moi, je suis pas graphiste. Tous les graphistes qui voient ça, déjà, si vous le voyez à l'image, vous allez vous dire, putain, c'est illisible. Du blanc sur du jaune, c'est illisible. La base de la lisibilité, que tu sois à la Fnac sur un rayonnage ou en miniature sur Amazon, blanc sur jaune, c'est Il est illisible. en train de tuer son livre. Mais bien sûr, ah non mais je le tue, mais parce que je me fâché avec mon éditeur en lui disant mais comment vous avez laissé ça passer On ça? les embrasse. Parce que je vous aime, parce que moi je suis nul, mais parce que c'est pas mon métier, d'accord? Je suis pas graphiste. Moi j'écris les mots. Donc moi ce qui était important, c'est que donc on a foncé la couverture. Et d'ailleurs si je regarde, on l'a foncé un peu pour les autres éditions. Toi tu dois avoir tu vois t'as le 5e tirage déjà. Sur le premier c'était encore plus léger que ça. C'était du jaune encore plus léger. Une bonne couve. Mais une bonne couve, ça veut dire quoi pour vos business, pour vos emails? C'est un gros titre d'email. C'est une bonne image pour vos posts LinkedIn, pour vos vidéos sur Instagram ou TikTok. Hyper important. Tu sais, on dit toujours, faut pas juger un bouquin à sa couverture. Ouais, mais si. Les gens vont vraiment aller à la couverture. S'ils la voient, il faut qu'elle soit visible. Moi, j'ai choisi le jaune pour que ce soit visible. Mais c'était pas lisible. Et ça, c'est un vrai problème. Ok. Dernier point pour faire un best-seller, la promo. Promo. Parce que si tu t'arrêtes, si tu crois que tu as fait le tour, si tu crois c'est bon, s'il est bon, les gens en parleront autour d'eux. Mais pas du tout. C'est une bagarre. Aujourd'hui, quand vous allez voir ça sur Amazon, vous allez voir qu'il a quasiment 500 avis lecteurs. Ce que je trouve pas mal pour 15 000 ventes. Ok ? Là, vous dites, ah ouais, c'est seulement 3%. Rendez-vous compte. Les gens n'ont pas le temps. Les gens s'en fichent de vous. Ils vont prendre ce qu'il y a dedans, ils vont extraire la matière, ils vont l'appliquer, mais ils n'ont pas forcément le temps. Et tout le monde n'est pas OK avec Amazon, et tout le monde n'a pas un compte Amazon. Et même si tu dépenses 20 balles par an sur Amazon, c'est pas suffisant. Pour laisser un commentaire, il faut dépenser 50 € par an sur Amazon. Donc il y a plein de conditions restrictives qui font que la dernière bataille, c'est aller chercher les avis clients. Parce que oui, très très bien, tu vois, il y a des hits qui deviennent des hits sur le long terme. Oui, pourquoi ? Parce que l'auteur continue la promo, parce qu'il continue d'en envoyer à gauche à droite à des personnes influentes et qu'il ne lâche rien. C'est du long terme. Okay. Pareil pour Influence et Persuasion, ça a pris du temps. Ça n'a pas été un hit immédiatement. Ça a pris combien de temps, tu crois ? Il dit que ça a pris plus de 4 ans avant qu'il rentre dans la liste du New York Times, des best-sellers du New York Times. Ouais, parce qu'aux États-Unis, ouais, c'est New York qui valide ton livre, en fait. Ouais, complètement. Donc en fait, c'est une grosse dépense d'énergie. C'est hyper important. Ça prend du temps sur ton business, ça prend du temps sur ton business au quotidien. Petite question, si tu peux me parler d'une filouterie qui t'a aidé à exploser des ventes avec ton copywriting, par exemple, quand t'écris. Pour toi, si t'as une anecdote à raconter ou... Alors, moi, en fait, c'est un vrai problème. J'aimerais bien te dire une filouterie. Le truc, c'est que je t'ai dit, mon papa, il est gendarme. Donc, en fait, tout ce que je fais, moi, la peur du gendarme, vraiment, filouter, trouver des hacks, limite, c'est pas pour moi. Ah, mais je veux dire, par exemple, tu vois, dans le... Je sais pas, dans ton écriture, tu t'es dit, ok, j'ai peut-être... Est-ce que vous savez pas, petite anecdote, la première version de ma page Académie Visible, c'est Célim qui l'a écrit. Mais qui a bien converti. C'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. Mais tu vois, enfin, là, je sais pas, tu écris, en fait, à ce moment, tu te dis, ok, ça, je tiens un truc à ce moment-là, si tu veux. Parce que de ce que tu me dis là, c'est le gendarme, tu peux pas... Non, c'est plutôt c'est des idées, quoi. En fait, c'est pas tellement de la filouterie que de la technique. Moi, j'ai vraiment les oreilles ouvertes en permanence. J'écoute tout le monde, je vais lire absolument tout. Le petit truc différent, c'est que j'ai vraiment plus d'énergie, donc je dors un peu moins, tu vois. Si je dors 6 heures, ça va. Je me force à dormir 7, d'accord ? Avec l'âge. Non, mais je me force à aller à 7 heures, au lit maximum à 23h30. D'accord ? C'était encore moins quand j'étais plus jeune. Là, maintenant, je me force, je vieillis, j'ai ma petite, donc j'ai plus autant d'énergie qu'avant. Mais j'absorbe beaucoup. Et là, l'autre jour, j'ai vu sur une page de vente d'un concurrent, il dit un truc, je me dis, oh, mais quelle idée de génie ! Mais il l'a dit mal, je pense que je peux le tourner mieux que ça. En fait, je suis persuadé d'un truc, je suis pas un génie, je vais pas réinventer la roue, donc je regarde tout ce qui se passe. Là, dans la collection des livres qu'on voit pas hors caméra, il y a le style like an artist. Tu vois ? En fait, c'est que tous les grands artistes, ils te disent, c'est les bons artistes empruntent, les grands artistes, ils volent. Et en fait, moi, j'ai connu des mecs quand j'étais encore à Paris. J'ai vécu à Paris, tu vois, de 2006 à 2021. J'avais des potes humoristes dans le stand-up. Tu peux pas discuter avec eux parce que toutes les 3 minutes, ils sortent leur carnet de notes. Attends, redis, c'était trop bien ça. C'est vrai. Et ils te volent en permanence tout ce que tu dis. Je peux la mettre dans mon stand-up. Allez, vas-y, frère, je te la donne. Fais-toi plaisir, gagne de l'argent. J'irai jamais faire du stand-up. C'est très, très bien. Pas encore. Mais pas encore.
encore. Non, mais tu peux pas tout faire, tu vois. Et ça, c'est un truc que tu connais. Et tiens, ça aussi, important, sur les notions et les leçons business que j'ai apprises avec le temps, t'as peu de gens qui peuvent avoir une double ou triple casquette. Et il a son huile d'olive et il vient d'ouvrir son hôtel 5 étoiles. C'est un tueur parce qu'il a énormément d'énergie. Ce qui est intéressant, moi là-dessus, c'est je vois l'énergie déployée, beaucoup d'énergie, pas toujours des résultats. Ok, il faut l'accepter, tu vois. Mais sur les petits trucs en plus, moi je te dis, c'est vraiment les oreilles grandes ouvertes avec parfois sur une V1 d'une page de vente que je vais écrire sur mon premier jet, ça va être beaucoup de patchwork. Là, par exemple, je dois écrire le livre pour un chirurgien esthétique, ok ? Moi, la santé, j'y vais rarement là-dedans. C'est mon frère qui est médecin, c'est pas moi, d'accord ? Donc, je me dis, ok, je connais rien, mais c'est un avantage. Parce que j'arrive avec cet état d'esprit de débutant. Et pendant les visios que je fais avec le chirurgien, c'est ok, j'ai fait le plan. Comment j'ai fait le plan ? J'ai fait le plan avec tous les livres Amazon, j'ai lu des articles de blog, j'ai regardé des vidéos, je suis allé sur Instagram pour voir de quoi elles parlaient, les dames atteintes par cette maladie. J'ai demandé à ChatGPT de me remettre tout ça au carré. D'accord, là on va avoir un plan. Mais derrière, moi, j'y connais rien et je dis à mon client, écoute, en fait, moi, je suis nul, mais le livre, il va être écrit pour des gens qui débutent dans cette maladie, d'accord ? Il va être écrit pour être accessible, pour éviter tout le jargon. Donc, je suis la bonne personne. Et c'est comme ça que je vends. En décembre dernier, tu vois, j'ai écrit pour un mec dans l'immobilier. Moi, je suis phobique administratif. Les mots compliqués, remplir des formulaires, j'ai très, très peur. Et je lui ai vendu comme ça. Je lui ai dit, mais écoute, en fait, tu veux vendre des formations dans l'immobilier à des gens qui débutent. En fait, moi, là, ton truc, ça me fait peur. Donc, d'abord, j'ai mangé pendant 3 jours toute sa formation. Mais parce que ça m'intéresse vraiment. Parce qu'un copywriter, c'est quelqu'un qui est curieux de base. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de gens hyper actifs qui sont là. Et moi, je vois les personnes que je forme, ils sont là. Alors, j'ai été infirmier, puis j'ai été prof, j'ai été chauffeur-livreur, j'ai bossé chez Decathlon. Ils ont eu 1000 vies, tu vois. Et ils pensent, et en fait, je me dis que ce serait bien pour moi, ce truc. Moi, je sens chez eux, la partie créative, ils l'ont déjà. La partie curiosité, ils l'ont déjà. Maintenant, il faut que je leur donne la rigueur de persévérer. Mais ça, c'est juste, en fait, c'est ce que tu fais quand tu parles de singularité, c'est connais-toi toi-même. Moi, je sais que pour sortir une bonne V1, je mets grand mes oreilles, je vais aspirer tout ce qui se fait sur le marché, France, Allemagne, États-Unis, Angleterre, et ma V1, c'est peut-être un peu ça. Et ensuite, on va réécrire. Et ensuite, on va trouver ton angle unique, ton USP. Tu vois, ta Unique Selling Proposition, ta singularité. Pourquoi toi et pas un autre ? Pourquoi chez moi, c'est unique ? Mais ça demande aussi de faire travailler le client. Et c'est là que c'est intéressant, que ce soit toi en storytelling ou moi en copywriting. Pardon les gars, je vais vous donner toutes les clés. Mais si ton produit il est générique comme les autres, non, il va falloir que tu te creuses la tête. Et là, parfois, on peut, je vais pas dire s'embrouiller avec le client, mais le pousser vraiment à réfléchir en lui disant, mec, t'es générique. Pour moi, t'es cristalline, quoi. Vraiment, pardon, moi je veux de la Fidji, je veux de la Voss. Pourquoi ils sont différents ? Donc c'est ça qui est intéressant dans le boulot. Donc c'était quoi, du coup, si tu avais un petit hack ma petite filouterie, si je dois commencer rapidement sur un client qui est ultra pressé, je regarde ce qui se fait ailleurs. Tu vois, et pour moi, ça, c'est déjà de la filouterie parce que le vrai process, c'est je devrais discuter beaucoup avec lui, je devrais aller dans l'usine, regarder comment... David Ogilvy, le prince de la publicité, avant d'écrire pour Rolls-Royce, il se rend dans l'usine, il regarde comment tout ça fonctionne et c'est comme ça qu'il trouve son angle. Moi, là, j'ai pas le time. Le client me dit, j'ai pas le temps de faire 2 heures de visio avec toi pour tout expliquer. Tu te débrouilles. Là, j'ai besoin d'un texte vraiment la semaine prochaine pour ma séquence de lancement. Ok, je vais me débrouiller. Je vais voir ce qui se fait ailleurs alors. Est-ce que tout le monde peut être copywriter ? Et si oui, déjà, est-ce que tout le monde peut être copywriter ? Je pense pas. Je pense pas. C'est pour ça que je refuse des clients. Je suis obligé. Justement, comment ça se passe ? Comment tu acceptes les gens, tes clients ? Enfin, comment tu acceptes de les former ? Parce qu'en fait, tu formes des copywriters et tu écris aussi. Je suis toujours copywriter. Ouais. Je pense que c'est important. Tu as des gens qui sont uniquement formateurs parce qu'ils ont acquis l'expérience. Moi, aujourd'hui, j'ai 15 ans d'expérience dans le copywriting, mais j'aime encore avoir les pieds sur le terrain pour voir, ok, mais concrètement, les clients, ils demandent quoi aujourd'hui ? Ils demandent des séquences mail. Ok, je sais faire. Je suis toujours là. C'est important. Donc, je suis sur un petit 70-30, tu vois, en termes de répartition. 70% formateur, 30% toujours copywriter. Ce qui va être important pour moi, c'est je regarde les qualités de la personne en face. Est-ce que tu es curieux ? Ok. Est-ce que tu es créatif ? Ok. Est-ce que tu es déjà sales ? Tu sais déjà vendre ou pas ? Certains n'ont jamais entendu parler de vente et c'est pas grave. Ça, ce n'est pas grave parce que c'est une qualité qui s'apprend. Est-ce que tu as confiance en toi ou pas ? Parce qu'on va se manger des refus sur refus sur refus. Tu vas envoyer 100 mails de prospection, tu vas avoir une seule réponse de oui peut-être. C'est la réalité. Est-ce que tu es prêt à encaisser ça ? Est-ce que tu es prêt pour la solitude ? Est-ce que tu es prêt à rester chez toi, derrière ton ordi ou à bosser dans des cafés ? Mais là, tu
bosses, tu as toute une équipe avec toi, tu es prêt à te retrouver tout seul? Je les mets en garde vraiment. Dernier point, pardon, s'il te plaît, est-ce que tu sais écrire? Est-ce que tu écris français? Je te demande pas de savoir bien écrire, je te demande pas déjà d'être copywriter, c'est pas ça. Quand tu écris, si je vois 3 fautes à la ligne, ça va pas être possible, même avec ChatGPT. Et je les préviens, en fait, je leur dis, les gars, c'est juste pas pour vous. Vous pouvez peut-être faire de très bons closers, des gens qui vont vendre en visio, des gens qui vont vendre en téléphone, des gens qui peuvent être bons agents immobiliers ou en magasin. Mais je leur dis, c'est pas pour vous. Parce que, en fait, la logique, elle est très égoïste derrière. S'ils savent pas écrire, ils vont rendre du mauvais travail. S'ils rendent du mauvais travail, le client final n'est pas content. Si le client final n'est pas content, celui qui a acheté la formation chez moi, il va pas être content, il va pas me mettre mes 5 étoiles. Et moi, je bosse pour les 5 étoiles. En fait, c'est 5 étoiles ou rien, c'est l'excellence. Je veux pas du pas excellent. Quand j'ai 4 étoiles, c'est OK, il y a eu quoi de pas bon? Et tu regardes les quelques commentaires 4 étoiles qu'il y a un vrai truc. OK, on regarde, on en discute, fine. Moi, j'aime bien aller regarder les 1 étoile ou 2 étoiles, tu vois, sur les hôtels. Des fois, tu te rends compte, les gens, c'est des tarés. Mais non, je peux pas accepter tout le monde parce que déjà, il y a la barrière du prix. Et 2, parfois, tu vois, j'en ai avec mes origines, mon prénom, Selim, j'attire beaucoup de populations méditerranéennes qui n'ont pas le français comme langue maternelle, tu vois, ou peut-être dont les parents, dans l'immigration, tout ne sait pas encore, c'est pas encore des stars à l'école, oui. OK, tu vois, mais ça se comprend et je l'accepte totalement. Mais juste, je veux pas leur vendre du rêve. Je leur dis, les gars, non, allez faire autre chose, vraiment. Okay. Je leur donne des pistes, mais je peux pas parce que je sais que derrière, il y aura pas de résultat. Intéressant. Il faudrait qu'ils viennent dans l'Académie Visible pour qu'on apprenne à devenir visible à ces personnes-là. Mais oui. Il y a d'autres métiers à faire. Mais ouais, mais complètement. Il y a d'autres jobs, il y a des jobs géniaux. Avec ton expérience, si tu donnais un conseil au Selim là, qui se lance pour réussir, ce serait quoi? Mais monte tes prix. En fait, t'es fort. Monte tes prix parce que t'es une brute, t'es balèze. Tu crois que tu sais rien, mais en fait, tu peux déjà tuer 80% des gens. Okay. Et ça, c'est un vrai problème qu'on appelle vraiment le syndrome de l'expert. Hein. C'est que l'expert, très souvent, il a déjà plein de connaissances, mais il veut toujours en apprendre beaucoup plus pour savoir tout, parce qu'en fait, ça va un peu avec le syndrome de l'imposteur. J'ai peur qu'un de mes concurrents, il se rende compte que je suis pas aussi bon que ce que je prétends. Ouais, mais en fait, on s'en fout. Déjà, ton concurrent, il a pas le time, il a son business à gérer, il a pas que ça à faire de montrer que t'es nul, mais en fait, t'es déjà bon. Et surtout, souviens-toi, à qui tu t'adresses? Tu t'adresses à des gens qui n'ont pas le temps de faire tout ce que toi tu fais. Ils viennent te le déléguer parce que t'es déjà bon pour eux. Donc, parfois, toi, tu connais peut-être que 50%, et ça, c'est pour les gens qui se lancent que je vais leur donner. Vous avez étudié, imagine, rien que tu as lu 3-4 livres sur le storytelling, mais tu es meilleur que celui qui démarre et qui en a lu aucun. Tu peux déjà commencer à partager des notions sur le sujet. Mais moi, si j'avais pas poncé tout le marché, je sais pas trop, j'hésite encore. Il y a des moments où j'étais là, ouais, mais en fait, je commence, donc je vais pas facturer trop. Mais vas-y, il y a des factures, j'ai pitié aujourd'hui. Je les regarde, je me dis... T'es une quiche. Mais je le savais pas. Parce que surtout aussi, il y a la réalité de... Tu découvres un milieu du copywriter freelance à une époque où il n'y a pas Malte, il n'y a pas les collectifs de freelance, il n'y a pas les podcasts qui t'expliquent un peu tout ça. Bon, à l'époque, je sortais d'un mindset CDI salarié. Waouh, tu vois, quand je signe Wilkinson 800 € 6 tweets, je me dis trop bien. Mais j'aurais pu facturer plus, tu vois, sans rire. Mais c'est le jeu. Et ça, vraiment, c'est... Voilà, le conseil que je me donnerais, c'est tu es bon, facture plus. Et ose aller au clash. Ose refuser des clients qui ne veulent pas payer. Si c'était à refaire, entrepreneur ou salarié? Entrepreneur. Ok. Avoir une fille, commencer ou pas? Avoir une fille, mais évidemment, je suis trop content. C'est trop bien. Vendre un produit ou un service? D'abord vendre un service, vraiment apprendre, et ensuite vendre un produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, en étant au service de quelqu'un, pour moi, être au service de quelqu'un, c'est pas grave ni négatif, hein, cette notion. Moi, j'ai fait beaucoup de services en bar, j'ai été serveur dans des restos aussi, et j'ai toujours été dans le care de l'autre. J'ai toujours été dans le souci du soutien. Comment est-ce que je peux les aider vraiment à résoudre leur douleur? Pour moi, ça, c'est une vie réussie. Quand tu aides les gens à aller mieux, ça, c'est une vie réussie. Et d'abord, je dois passer par une phase d'apprentissage. C'est-à-dire que pour moi, répéter seulement les conseils que j'ai lus dans 3 livres et vendre une formation en copywriting au bout de 6 mois alors que je ne l'ai jamais pratiqué, c'est pas possible. Je te donne le vrai exemple. Dis-toi que j'écris de 2010 à 2017. 2017, je dis j'arrête la séduction, je mets toutes mes billes dans le copywriting, et là, alors que j'ai déjà bossé pour des clients célèbres. Là, je me dis,
Ouais, mais je suis pas assez crédible, alors je vais prendre 3 clients gratuits. Donc j'ai bossé dans un coworking, je suis allé voir les gens autour. Vas-y, viens, je te refais tout ton site, je te fais une refonte, je te fais une réécriture, on fait des mails, machin, contre des avis clients. J'avais déjà 7 ans d'expérience, mais je voulais vraiment me mettre au service, 100% en tant que copywriter, avant de pouvoir vendre une offre ou un produit. Okay. Instagram ou LinkedIn ? LinkedIn, j'ai lâché Instagram. J'aime beaucoup Instagram. J'ai fait un ras-le-bol vers 2017-2018 et surtout, mon rapport a beaucoup changé. Déjà, depuis que j'ai arrêté d'être lifestyle blogueur, depuis que je suis devenu papa aussi, je mets un peu moins en avant ma vie par vraiment souci de protection de ma fille. De temps à autre, je mets, tu vois, sur les activités pour montrer, hey, lifestyle du copywriter, regardez tout ce qu'on peut faire. Mais la vérité, si je pouvais couper complètement Instagram et ne faire que du LinkedIn, que de la valeur, arrêter de montrer ma life, tu vois, vraiment, si je pouvais cut la partie storytelling, je vous montre vraiment à quoi ça ressemble, mais fine. Tu vois, vraiment, en fait, ce que j'aime bien, il y a toute une notion sur le pouvoir, sur l'image renvoyée. Robert Greene, toujours, les hommes politiques anglais, never complain, never explain. Il y a un moment où j'aimerais bien ne rien dire. T'as des mecs qui arrivent en promo, ouais, mais alors, qu'est-ce que ce livre veut dire ? Qu'est-ce que ce film ? Vas-y. L'œuvre, elle parle d'elle-même. Tu peux pas aujourd'hui. Le jeu médiatique fait que tu es obligé. Mais si demain, tu me dis, Célim, baguette magique, tu peux cut un des 2 réseaux, vas-y, mais plus une seconde, je mets les pieds sur Instagram. Ok. Écrire pour toi ou pour les autres ? Pour les autres. Okay. Mais c'est dur, tu vois, mais encore une fois, elles sont dures tes questions, elles sont bien, elles sont ultra intéressantes. Écrire pour moi, je peux faire ce que je veux, je peux me la raconter comme je veux, je peux créer tout comme je veux. J'ai beaucoup plus de pression à écrire pour les autres parce que je veux qu'ils soient satisfaits, je veux que ça atteigne l'objectif. Si moi, par exemple, là, tu vois, il y a la V2, il y a la réédition du guide du copywriting qui va sortir. Si elle performe pas aussi bien, c'est pas grave, je me suis fait mon kiff, j'ai rajouté tout ce que je devais rajouter dedans et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Okay. Quand c'est un client, si je le déçois, ça m'énerve un peu plus. Blog ou livre ? Livre. Playboy ou Forbes ? Forbes, j'ai adoré écrire pour Playboy, c'était très marrant. J'avais une chronique débile qui était Playboy, tu vois, tu joues sur les mots, j'avais inventé un personnage, c'était Pablo. Pablo, Playboy, les lettres, elles sont à peu près pareilles, c'était très très drôle. On n'a pas suivi l'expérience et Forbes, génial, parce que Forbes, en fait, dis-toi, à un moment, pendant 2 ans, tous les mois minimum, j'étais dans un 5 étoiles. Good life. Toi, tu la connais, cette vie-là, mais c'est merveilleux. Une fois que tu as goûté à ça, t'as pas envie de revenir aux 4 étoiles. C'est clair, c'est dur. L'autre jour, on a le mariage d'un ami, le remariage. Il fait une fête pour les 10 ans de son mariage. Génial, tu vois, il réinvite tout le monde. Et pour la première nuit, il n'y avait pas l'hébergement que je voulais au château. Donc, il me trouve un truc dans un Ibis à côté de la gare. Ma femme, elle m'a regardé, je crois qu'il voulait me buter. Ouais. Tu vois, ma fille, elle était trop contente. Ouais. La petite, elle a 5 ans, elle est contente. Ma femme, c'est toujours ça, en fait, c'est ça qui est dur dans un mindset d'entrepreneur. Un entrepreneur, il est OK pour revenir à plus bas parce que tu as le grind. Quand tu lis vraiment la biographie de Marc Simoncini, il va dire, hey mec, j'ai fait naufrage, j'ai fait faillite 2 fois. Et il te dit les problèmes de santé mentale et tout. Mais il repart à l'assaut parce que tu as la grinta, tu vois, tu as la niaque vraiment. Et tu as des gens qui n'ont pas ça. Et tu as des gens, pour moi, le meilleur film, vraiment, Rocky 3, L'œil du tigre. Dans le 1, il perd. Dans le 2, il gagne face à Apollo Creed. Dans le 3, c'est une resta, il s'endort sur ses lauriers. Et ça, en fait, c'est le piège. C'est le piège ultime. Et quelque part, c'est pour ça que tous les grands entrepreneurs, ou Johnny, il te dit quoi ? Il te dit David, il réussira jamais. Malheureusement, David Hallyday, il dit de son propre fils, il réussira jamais parce que il est pas né dans la même galère que moi, il n'a pas la même rage et il pourra pas faire ça. Regarde ces R7. Cristiano Ronaldo, son gamin, il va avoir beau le pousser et tout, il fera pas carrière. Ouais, les 4 fils de Zidane, ils sont gentils. Ouais. Ils font pas carrière. Ils ont pas la dalle. Parce que t'es né dans un autre univers, t'as été entouré de bienveillance, t'as eu des nounous, on t'a amené en voiture avec chauffeur privé à l'école tous les matins. Comment tu veux avoir la rage ? Tu peux pas. La vie, elle est belle. Quand t'es né avec la rage, quand t'es né avec l'injustice, mais laisse tomber, t'es jamais satisfait. Et pour moi, c'est pas un problème. Un seul gros client sur le long terme ou plein de missions courtes ? Plein de missions courtes. Des tunnels longs, des tunnels de vente longs ou des pages ultra simples ? Pages de vente ultra simples. J'aime bien aller à la simplification aujourd'hui. Mais ça, c'est toujours pareil. The more you tell, the more you sell. Ça, c'est vraiment...
Tu as des lecteurs qui, par essence, sont pointilleux, tatillons, ils veulent tout savoir. Et tu écris pour 3 typologies de lecteurs quand tu es copywriter. Tu écris pour le bon élève qui va tout lire mot par mot. Tu vas écrire pour le kangourou qui va sauter un peu par-ci par-là. Et tu écris pour le businessman qui n'a pas le time. Il est là parce qu'il cherche une grosse info. Pour lui, tu mets des gros intertitres. D'accord ? Et un copywriter, en fait, ça c'est manier tout ça. Ça c'est manier ces 3 contraintes. Et ça, malheureusement, tu ne peux pas le faire sur une page courte. Moi, je fais partie de ceux qui écrivent un peu trop. Ouais. S'exposer ou te protéger ? Protéger ma fille, m'exposer moi tant que j'étais célibataire. Tu pouvais m'insulter en ligne, il y a des mecs qui sont venus frapper chez moi. Ouais, il y a quoi ? Non, mais bon vraiment, ouais, mais vraiment. Il y a des gens qui sont venus frapper chez toi ? Ouais, vraiment. Ok, et pourquoi ? mais parce que ils étaient pas satisfaits d'un truc, ils étaient pas satisfaits. Les mecs m'insultent en ligne, je leur réponds, ils viennent, ils trouvent l'adresse parce que l'adresse elle était visible. Moi j'ai pas de souci, viens. Là maintenant c'est plus pareil. J'ai une femme et j'ai une petite fille, donc je suis plutôt en mode protection de elles. Elles ont rien demandé, tu vois. Et ça change aussi un peu mon approche du business. Tu as un bouquin qui est génial, qui est l'outsider, la théorie de l'outsider. Je sais plus comment il s'appelle, l'atout de l'outsider en français, publié chez Diateino. C'est canon parce qu'il te dit en fait, quand t'es un clochard, tu peux y aller. Moi, je sors de nulle part. Mes parents sont pas connus, ils n'ont aucune attente envers moi. J'ai pas un nom de famille, tu vois, je descends pas d'une dynastie ou quoi. Je peux aller tout défoncer, je peux faire n'importe quoi. Je m'en fous. Mais à partir du moment où tu acquiers un peu une notoriété, tu vois, Rocky, dans le 1, dans le 2, c'est personne, on s'en fout. Là, t'es champion. Et c'est là que ça devient dur. Parce qu'autour de toi, ça va attirer des mauvaises vibes. T'as toujours des profiteurs, t'as des gens violents, t'as tout, whatever. Là, à partir de ce moment-là, ok, comment je protège intelligemment ? Moi, je continue de m'exposer, il n'y a pas de souci, mais il faut 0 répercussion sur ma femme et ma fille. Ok. Comment on te trouve sur quel réseau on te trouve ? LinkedIn, Instagram, Selim Niederhofer, là-dessus, très simple. Selim Copywriter, pareil, vous allez trouver sur Google, c'est relativement facile. Aujourd'hui, c'est vrai que la plateforme que je développe le plus, YouTube et LinkedIn. YouTube, c'est là qu'il y a quand même plus de monde qui arrive. LinkedIn, je m'adresse... En gros, c'est simple, 2 audiences différentes. YouTube, je vais parler beaucoup plus aux personnes qui veulent devenir copywriter. LinkedIn, je parle à mes patrons, les directeurs... À mes patrons, génial, tu vois, mentalité de salarié. À mes clients, les directeurs marketing, les directeurs de la communication qui me font intervenir pour les formations chez eux ou pour écrire leurs textes. Merci Céline pour cet échange, c'était chouette. Mais merci pour l'invitation, Steve. Avec grand plaisir. Si vous rêvez de devenir copywriter, n'hésitez pas à contacter Céline. Et si vous avez des pages de vente à faire, j'espère qu'il vous dira pas non, mais n'hésitez pas à le contacter non plus. Sinon, si vous voulez apprendre vous-même en fait à trouver votre page de vente, à avoir votre page de vente, à écrire vos newsletters, comme je dis souvent, l'argent se cache dans la newsletter. Procurez-vous ce livre, le guide du copywriting par Selim Niederhofer. Voilà. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as apprécié. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu as retenu du copywriting et pour moi ce que ça t'inspire. Et aussi, dis-moi si tu as des clés pour pouvoir développer ta visibilité. Merci beaucoup, Selim. Merci, Steve. Merci à tous. Chapeau à toi.